Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de borne sup et borne inf d'une partie de R. Pour bien suivre cette vidéo, vous devez absolument être au point sur la notion de majorant, minorant, maximum et minimum. Alors je vais vous rappeler tout ça très brièvement sans rentrer dans les détails. Si vous prenez un sous-ensemble de R, grand X, alors grand M est un majorant de grand X si tous les points de X sont plus petits que grand M. Donc si pour tout X appartenant à grand X, X est plus petit que grand M. Alors un petit dessin. Si grand X c'est cet intervalle-là, un majorant c'est par exemple lui. Vous voyez ce point il est au-dessus de tous les points de grand X. Alors un majorant n'est pas unique. Vous voyez ici ça aussi c'est un majorant. Ça aussi, et puis le bord ici là c'est aussi un majorant. Un minorant maintenant, petit m est un minorant de grand X si il est plus petit que tous les éléments de grand X. C'est-à-dire si, quel que soit X appartenant à grand X, X est au-dessus de petit m. Petit dessin. Si grand X c'est cet ensemble-là, un minorant ça peut être ça. Ça peut être ça aussi, il n'y a pas unicité. Ensuite, un maximum. M, grand M est un maximum de grand X s'il vérifie deux choses. Première chose, grand M doit appartenir à l'ensemble. Ça, c'est très important. Et M, grand M, est un majorant de grand X. Alors, on va voir ça sur un dessin, un exemple tout simple. Si vous prenez cet intervalle-là, donc ça c'est notre grand X, un maximum, c'est ce point-là. Pourquoi ? Ce point-là appartient à grand X. Donc ça vérifie cette condition. Ce point-là, il majore grand X, puisqu'il est plus grand que tous les éléments de grand X. Plus grand ou égal. Donc il est plus grand que tous les éléments de grand X. Donc il appartient à grand X. Il est plus grand que tous les éléments de grand X. C'est donc un maximum. On peut aussi montrer qu'un maximum est unique. C'est pour ça qu'on parle du maximum. Il y en a un seul. Et on le note max x. Pareil pour un minimum. M est un minimum de grand X si petit m appartient à grand X. Là encore une condition importante, la même que pour le maximum. Et m, petit m, est un minorant de grand X. Alors sur le même dessin, ici, eh bien ici c'est le minimum, puisque il est dans l'ensemble, et il est plus petit que tous les éléments de grand X. Donc ça c'est min x. Et même remarque que précédemment, on peut montrer que le minimum est unique. C'est pour ça qu'on parle de le minimum, et pas d'un minimum en général. Donc là, je pourrais remplacer par le, et là, le. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde un exemple très simple qui va nous aider à penser. Regardons l'intervalle AB. Donc ça va être notre ensemble grand X. X inclus dans R. Et regardez le point petit b. Le petit b là, on a envie de dire que c'est le maximum de grand X. Vous voyez, il est plus grand, il est tout au bord, donc vraiment on a envie de dire ça. B, c'est max de grand X. Mais souvenez-vous de la définition d'un maximum. Un maximum doit appartenir à l'ensemble. Et B ici, eh bien il n'appartient pas à l'ensemble, à l'intervalle AB ouvert. Vous voyez, B n'appartient pas à grand X. Donc on a un souci, comme B n'appartient pas à grand X, ça n'est pas un maximum, parce que notre définition du maximum impose que B doit appartenir à grand X. Donc ça colle pas. On a donc besoin d'un nouveau concept. On a envie de définir cet objet-là. Cet objet-là, on va lui donner un nom. On va l'appeler la borne sup de X. On va dire que B, c'est le sup de X. On appelle ça aussi la borne sup
de grand X. Alors c'est bien, on lui a trouvé un nom, c'est cool, mais il nous faut une définition, ça suffit pas. Comment on va définir un truc pareil? Alors, regardez bien le petit dessin ici. Si je prends un majorant quelconque de grand X, ici, vous voyez? Et puis si j'en prends un autre encore plus petit, et puis encore un plus petit, regardez où se trouve B. B, il sera toujours en dessous. Autrement dit, B, ça va être le plus petit des majorants possibles pour grand X. Eh bien, ça va être notre définition de la borne sup d'un ensemble grand X. On va dire que sup de grand X, ça va être le plus petit des majorants de grand X. Même chose, on aimerait bien définir cet élément-là. On voit bien que ça n'est pas un minimum. Pourquoi ça n'est pas un minimum? Parce que petit a n'appartient pas à grand X. Et pourtant, c'est le plus petit à gauche. Donc même chose, on va lui donner un nom. On va dire que A, ça va être l'inf de grand X. On parle de borne inf de grand X, ou borne inférieure de grand X. Et on va essayer de le définir. Et si vous prenez un minorant quelconque ici, là j'ai un minorant, puis je peux en prendre un juste à côté, puis encore un. Vous voyez petit a? Eh bien ça va être le plus grand de tous les minorants possibles. Eh bien ça va être la définition de la borne inf. Inf de grand X, c'est le plus grand des minorants. Ça c'est pas mal, ça nous donne une définition de la borne inf et de la borne sup, qui évite de passer par le maximum et le minimum, mais c'est une définition qui n'est pas très très agréable parce qu'il y a plein de mots. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir une définition avec des symboles mathématiques. On va commencer par donner la traduction formelle du sup. Alors on a vu que sup de x, c'est le plus petit des majorants de grand X. Pour traduire ça, il y a deux choses importantes à traduire. Premièrement, c'est un majorant. Ça, c'est facile, on sait faire. La chose difficile, ça va être de traduire le plus petit des majorants. Alors écrivons ça. M égale sup de x, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que M est un majorant de x, et que M est le plus petit possible. M est un majorant de x, bah ça on sait faire. Ça veut dire que à chaque fois que je prends un élément de grand X, pour tout x appartenant à grand X, x est plus petit que grand M. Par contre là, M est le plus petit possible, ben on ne sait pas trop traduire. Alors on va regarder sur un petit dessin. Regardez. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, toujours un intervalle, ça va être notre grand X. Et puis, donc M, grand M, ça doit être le sup, donc mon grand M, on s'attend à ce qu'il soit ici. Et il faut traduire que grand M, c'est le plus petit possible. Alors une façon toute simple de le faire, c'est de décaler grand M. Si je prends M moins epsilon, j'ai décalé grand M de epsilon. Si je décale grand M de epsilon, grand M moins epsilon ne doit plus être un majorant. Pourquoi il ne doit plus être un majorant? Parce que grand M était le plus petit possible. Ça veut dire que si je le descends, ça n'est plus un majorant. Et ça va être ça, la bonne traduction de cette chose. Alors je vous l'ai écrit ici. M est le plus petit possible. Ça veut dire, à chaque fois que je me donne un epsilon positif, M moins epsilon n'est pas un majorant. Alors là, on a fait un pas, mais on n'a toujours pas des formules, c'est pas terrible. Alors vous voyez là, il y a une négation qui est cachée. Donc en fait, on va prendre la négation d'être un majorant. Donc ça, c'est aussi la même chose que de dire, pour tout epsilon positif, négation de M moins epsilon majorant.
Là on avance, ça ressemble un petit peu à des maths. M moins epsilon majorant, je sais traduire. Donc c'est aussi pour tout epsilon positif, négation de M moins epsilon majorant, ça veut dire pour tout x appartenant à grand X, x est plus petit que M moins epsilon. Et prendre la négation d'une phrase mathématique, c'est très facile à faire. Donc, le pour tout epsilon positif, il reste. La négation de pour tout, c'est il existe. Il existe x appartenant à grand X. Et la négation de ceci, c'est x strictement plus grand que m moins epsilon. J'ai donc traduit en formule, grand M est le plus petit possible, comme ceci. Au final, j'ai que m, c'est le sub de x, si et seulement si. Pour tout x appartenant à grand X, x est plus petit que grand M, donc ça c'est la traduction d'état majorant. Et la traduction de m est le plus petit possible, c'est cette phrase-là. Pour tout epsilon positif, il existe un x appartenant à grand X, tel que x, petit x, est plus grand strictement que m moins epsilon. Nous avons établi la définition formelle du sup. Comme pour le sup, nous allons maintenant donner la définition formelle de l'inf. À ce niveau de la vidéo, je vous recommande de la mettre sur pause et essayer de trouver par vous-même la définition formelle de l'inf en suivant les mêmes grilles de lecture que ce qu'on a fait pour le sup. Et puis vous comparerez si vous trouvez la même chose que moi. Allons-y. Comme pour le sup, il y a deux choses à traduire pour l'inf. D'une part, que l'inf est un minorant, et d'autre part, que c'est le plus grand. Donc m égale inf de x, c'est la même chose que dire que m est un minorant de x, et que m est le plus grand possible. M est un minorant de x, on sait traduire. C'est pour tout x appartenant à grand X, petit x est toujours plus grand que petit m. Maintenant, il faut traduire petit m est le plus grand possible des minorants. Comme pour le sup, on va faire un dessin. Supposons que grand X, cet intervalle-là. Et donc l'inf, on s'attend à ce qu'il soit ici. L'inf doit être le plus grand minorant possible. Ça veut dire que si je décale un petit peu mon petit m de epsilon, alors le m plus epsilon ne doit plus être un minorant. Écrivons ça. Pour tout epsilon positif, m plus epsilon n'est pas un minorant. Là, nous avons la négation d'une phrase mathématique, qui est pour tout epsilon positif, négation de m plus epsilon minorant. M plus epsilon minorant, nous savons traduire formellement, donc ça fait pour tout epsilon positif, négation de pour tout x appartenant à grand X, x plus grand que m plus epsilon. Et enfin, il faut prendre la négation de cette phrase. Donc on a pour tout epsilon positif. La négation de pour tout, c'est il existe. Il existe x appartenant à grand X. Et la négation de x plus grand ou égal, c'est x strictement plus petit que m plus epsilon. On a traduit minorant, on a traduit le plus grand possible. On a donc la définition formelle de inf. Donc petit m, c'est l'inf de grand X. Si et seulement si, pour tout x appartenant à grand X, x est supérieur ou égal à m, et la traduction de ceci, pour tout epsilon positif, il existe un x appartenant à grand X, tel que petit x est strictement plus petit que m plus epsilon. Voilà notre définition formelle de l'inf. Quand on découvre pour la première fois la notion de sup et d'inf, on se dit, oulala, comment je vais faire pour retenir ces choses-là là? Vous voyez?
Des fois il y a du moins epsilon, des fois il y a du plus epsilon, des fois il y a une inégalité dans un sens ou dans l'autre. Et là on se dit, on va mettre les pieds dans le tapis, on va faire des erreurs, et nos exercices vont être complètement faux. Alors soit on fait confiance à sa mémoire, mais moi c'est pas mon cas, soit on refait tout le raisonnement des séquences précédentes en prenant la négation d'une phrase mathématique, enfin c'est quand même un petit peu long, soit on essaye de trouver une astuce. Alors je vais vous donner une astuce qui consiste en fait à relire cette chose-là pour la comprendre et retrouver la définition. Alors ça va être beaucoup plus qu'une astuce parce que c'est aussi une manière de penser le sup et l'inf qui peut être très efficace pour être appliqué dans les exercices. Alors regardez comment je procède. Le sup, c'est un majorant. Un majorant, c'est forcément plus grand que tout le monde, donc cette phrase-là, c'est pas très difficile à retrouver. Donc pour tout x, appartenant à grand X est plus petit que grand M, puisque grand M est un majorant. Il est plus grand que tous les éléments de grand X. Ce qui me pose vraiment problème, c'est ceci. Alors là, je vous recommande, faites un petit dessin, avec toujours notre exemple standard. Donc ça, c'est notre grand X. Et notre sup sera ici. Le sup, c'est le plus petit des majorants. Ça veut dire que si je le réduis un petit peu, disons que je déplace ici m moins epsilon. M moins epsilon n'est plus un majorant, parce que celui c'était le plus petit. M moins epsilon n'est plus le majorant. Si ça n'est plus le majorant, il peut être dépassé par un élément de grand X. Si vous avez clairement en tête cette idée, vous allez voir, ça va être très facile à écrire. Pour tout epsilon positif, M moins epsilon n'est plus un majorant, donc on doit pouvoir trouver un petit x ici. Il existe un petit x appartenant à grand X qui soit au-dessus de m moins epsilon. Donc x est au-dessus que m moins epsilon. Et regardez la phrase que j'ai obtenue ici, c'est celle-là. Donc avec une petite histoire, je retrouve sans effort ma définition. Alors faisons la même chose pour l'inf. L'inf c'est un minorant, donc il doit être en dessous de tous les éléments de grand X. Donc pour tout x appartenant à grand X est plus grand que l'inf. Maintenant, même chose, on va faire notre petit dessin. L'inf doit être ici. L'inf, c'est le plus grand des minorants. Ça veut dire que si j'ai le malheur de le prendre un peu plus grand, ça n'est plus un minorant. On doit pouvoir trouver un élément de grand X, ici par exemple, qui est en dessous de m plus epsilon. Et c'est ce qu'on va écrire. Pour tout epsilon positif, il doit exister un élément de grand X qui va tomber en dessous de m plus epsilon, x plus petit que m plus epsilon. Et regardez, j'ai retrouvé la deuxième phrase de la définition de l'inf. Alors refaites ça tranquillement de votre côté, assurez-vous que vous savez bien retrouver ça, et je vous assure, ça sera très utile pour les exercices. Quand on introduit un nouvel objet en mathématiques, on est systématiquement amené à se poser la question, est-ce que cet objet existe, voire sous quelles conditions? Et s'il existe, est-ce qu'il est unique? Alors je vais aborder ces deux questions-là, et je vais commencer par l'unicité, parce que c'est en fait ce qu'il y a de plus simple. Alors pour l'unicité, on a le théorème suivant. Je vais l'énoncer pour le sup, mais il est aussi valable pour l'inf, sauf que je ne ferai pas la définition pour l'inf. Alors si x est un sous-ensemble de R, et si x admet un sup, alors ce sup est unique. Et on le note sup de x. Alors vous voyez, comme ce théorème nous dit qu'il y a une unicité, donc on peut désormais donner une notation au sup de x. En début de vidéo, je vous ai quand même donné cette notation, mais c'était un abus, en fait, j'aurais pas dû le faire. Mais on voyait bien sur les dessins que ça marchait bien, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Maintenant, vous pouvez utiliser cette notation sans stress. On va démontrer ce résultat.
En général, pour montrer l'unicité de quelque chose, la stratégie, c'est toujours la même. Vous prenez deux éléments et vous essayez de montrer que ces éléments sont égaux. Soit par un raisonnement direct, soit par un raisonnement par l'absurde. Pour le sup, il se trouve que ça va être un raisonnement direct. Et pour démontrer ce théorème, on va utiliser la définition avec des mots du sup, qui était la suivante, c'est le plus petit des majorants. Alors allons-y. Si M et M' sont deux sup de grand X. Alors, ce sont des sup, donc ce sont des majorants. Donc, M et M' sont des majorants. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, M est un sup. M est un sup, donc c'est le plus petit de tous les majorants. Donc, c'est le plus petit de tous les majorants. Alors regardez, c'est le plus petit de tous les majorants. Ces deux gens-là sont des majorants. Donc comme M est le plus petit, M est forcément plus petit que M'. Donc j'ai que M est plus petit que M'. Même chose, M' est un sup. M' est un sup. Donc c'est le plus petit de tous les majorants. Comme M' est le plus petit de tous les majorants, et que M est un majorant, M' est plus petit que M aussi. Et regardez le coup de force, M est plus petit que M'. M' est plus petit que M. Conclusion, M égale M'. Il ne peut donc pas y avoir deux sup différents, il n'y a qu'un seul sup. Le théorème est démontré. En guise d'exercice, faites la même chose pour l'inf. Maintenant, passons à l'existence. On dispose du théorème suivant. Si vous prenez X un sous-ensemble de R, que je supposerai non vide, parce qu'évidemment, si vous n'avez rien dans l'ensemble, c'est embêtant pour trouver un sup et un inf. Et on a le résultat suivant. X admet un sup si et seulement si X est majoré. Et même chose pour l'inf. X admet un inf si et seulement si X est minoré. Alors, il y a une partie qui est évidente dans ce théorème. En effet, si X admet un sup, comme le sup est un majorant, alors X est majoré. Donc, existence du sup implique bien majoré. Pareil, si X admet un inf, comme l'inf est un minorant, alors forcément X est minoré. C'est la réciproque qui peut poser problème. Alors je vous montre sur un petit dessin quand même. Donc on va prendre un ensemble X quelconque. Alors pour changer un petit peu, je vais prendre un ensemble qui est une réunion avec des trous. Donc tout ça va être mon X. Tout ça c'est X. Vous voyez cet ensemble-là, il est majoré. Vous voyez, je peux trouver un majorant. Et si je prends le plus petit des majorants, je vais tomber sur le sup. Donc il y a bien que si l'ensemble est majoré, il existe un sup. Puis cet ensemble-là, il est minoré. Vous voyez, il y a un élément qui est plus petit que tous les autres. Si je prends le plus grand des minorants, je vais tomber sur l'inf. Donc si votre ensemble est minoré, il admet un inf. Je ne vais pas démontrer ce théorème. Pourquoi ? Parce que la démonstration repose la plupart du temps sur la façon dont a été construit R. Alors, vous posez peut-être la question, comment ça on construit R? Oui, à partir de la théorie des ensembles, enfin une des théories des ensembles, il y en a plusieurs, on arrive à construire les entiers, puis une fois qu'on a construit les entiers, on construit Z, une fois qu'on a construit Z, on construit Q, et une fois qu'on a construit Q, on construit R. Et il y a plusieurs façons de construire R. Il y en a une qui consiste en fait à rajouter des bornes sup et des bornes inf à Q. Ce qui fait que l'existence d'une borne sup et d'une borne inf est immédiate. C'est un corollaire immédiat et il n'y a rien à démontrer au niveau de ce théorème. Mais il y a d'autres constructions de R qui font que, il faudra fournir une démonstration différente au théorème. Comme je ne veux pas rentrer dans tous ces détails compliqués, il faudrait faire un cours spécifique
de théorie des ensembles. Je vous demande d'admettre ce résultat, et puis éventuellement, quand vous serez un petit peu plus grand, que vous aurez plus l'habitude, vous irez voir comment on démontre ce théorème. Le théorème d'existence de tout à l'heure nous dit que pour qu'il y ait un sup, il faut que notre ensemble soit majoré. Alors un exemple qui ne marche pas, c'est celui-ci. Si vous prenez l'intervalle a plus l'infini, vous voyez, il n'admet pas de majorant. Il n'y a aucun nombre qui va majorer tous les éléments de x. Donc, x n'admet pas de borne sup. Cela dit, on a quand même envie de donner un nom au sup. On a envie de dire que c'est plus infini. Donc on va poser par convention que dans ce cas, sup de x est égal à plus infini. Et de manière générale, si x est différent de l'ensemble vide, et que x n'est pas majoré, autrement dit, il y aura des éléments aussi grands qu'on veut, on notera que le sup de x, c'est plus l'infini. Et même chose, si cette fois-ci vous regardez l'intervalle moins l'infini b, cet intervalle n'admet pas de minorant, puisqu'il n'y a aucun moyen de prendre un point qui va être en dessous de tout le monde. Donc on a envie de poser inf de x est égal à moins l'infini. Et une définition générale, c'est de dire que si x est différent de l'ensemble vide, et que x n'est pas minoré, on décide de noter, on notera, inf de x est égal à moins l'infini. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, avoir une bonne vision intuitive de ce que c'est qu'un sup et un inf. Donc je vais reprendre l'exemple qu'on utilise depuis le tout début. Un sup, c'est l'élément le plus à droite de l'ensemble. Ici, le sup de x, c'est ceci. Et un sup n'est pas nécessairement dans l'ensemble. Si c'est dans l'ensemble, on appelle ça un max. Et en fait, la notion de sup et de max coïncide dans ce cas-là. Et pareil pour l'inf. L'inf, c'est l'élément le plus à gauche de l'ensemble. Et ça n'est pas nécessairement dans l'ensemble. Autre chose que vous devez maîtriser, c'est de savoir retrouver très rapidement la définition du sup et de l'inf. Alors je vous ai donné une astuce pour le faire, et je vous rappelle, c'est plus qu'une astuce, c'est aussi un mode de pensée pour résoudre des exercices. Donc ayez bien ça en tête. Encore autre chose, vous avez un théorème d'existence. Alors je vous rappelle ça pour le sup. Si x est majoré, alors le sup de x existe. Alors quand on fait un dessin, on se dit ah bah ouais effectivement ça marche, lui il est majoré par un grand M, donc ouais il y a un sup, ok. Les étudiants souvent ils comprennent bien ça, mais quand il s'agit de répondre à une question en examen ou en TD d'ailleurs, ils n'y arrivent plus. Alors je vous donne la forme de la question type. La question c'est souvent justifier que grand X admet un sup. Justifier que grand X admet un sup, et ben il suffit de chercher un majorant de l'ensemble. Quand on a trouvé un majorant, on peut dire grâce au théorème d'existence, le sup existe. Vous voyez, c'est très simple et c'est un point très facile à apprendre. Et pareil pour l'inf, évidemment. Pour cette vidéo, j'ai fait beaucoup d'abstractions. J'ai vraiment pris le temps de vous expliquer la définition formelle parce que ce n'est pas forcément très évident. On fera des applications visuelles ou formelles dans une vidéo qui suit. Et je séparerai les exemples en deux catégories. Il y aura une catégorie d'exemples qui vont se résoudre avec la définition avec des mots. Le sup, c'est le plus petit des majorants, l'inf, c'est le plus grand des majorants. Et il y aura une deuxième catégorie d'exercices qui, elle, sera basée sur la résolution formelle, en utilisant le pour tout epsilon, etc. etc. Voilà, en attendant cette vidéo qui va arriver, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre la notion de sup et d'inf, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.